Je crois qu'on peut Bonsoir, commencer. bonsoir, bonsoir. Je suis bien Mhm. là, bonsoir. Bon, Docteur Rav, je crois qu'on peut commencer. d'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les participants. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de séjour sur un sujet d'une importance croissante dans nos milieux et dans nos pratiques quotidiennes sur l'imagerie du foie en post-opératoire. Dans un contexte où les cancers digestifs, notamment les métastases hépatiques, représentent un défi majeur, l'imagerie joue un rôle central, non seulement pour évaluer la réponse tumorale, mais aussi pour guider les décisions thérapeutiques, qu'elles soient chirurgicales, interventionnelles ou médicales. Donc aujourd'hui, nous avons pu réunir un panel d'experts au profil complémentaire dont nous allons partager l'expérience, leur analyse, leur vision sur les sujets de ces jours. Nous aurons donc comme orateur Dr Gabriel Simon, radiologue au CHU de Besançon, qui nous éclairera sur les outils diagnostiques, les approches récentes, ainsi que les applications dans le suivi post-chimiothérapie. À côté de lui, nous aurons comme panéliste le professeur Jean-Robert Zamouchi. Le professeur Jean-Robert, que nous aurons aussi l'opportunité d'avoir aujourd'hui comme panéliste, est chirurgien digestif au CHU de Lille et bien sûr aux cliniques universitaires de Kinshasa également. Il a une expertise avérée dans la chirurgie des urgences, dans les stomies, dans les cancers colorectaux, et il nous apportera ainsi son approche et son expérience en tout ce qui concerne les aspects post-chimiothérapie. À côté de lui, nous aurons l'oncologue, Dr Vince Wilfried Lokonga, qui a une solide expérience dans la prise en charge des cancers digestifs. Dr Lokonga travaille au carrefour de l'oncologie clinique et de l'imagerie diagnostique, en particulier dans les suivis post-opératoires et post-chimiothérapie dans la ville de Kinshasa, notamment aux cliniques universitaires, aux cliniques Ngaliema, au centre Diamant et dans la majorité des centres hospitaliers où on s'occupe de l'oncologie dans la ville de Kinshasa. Et comme dernier panéliste, on aura le docteur Jean-Jacques Matimbo. Jean-Jacques est hépatogastro-entérologue aux cliniques universitaires de Kinshasa, au centre Moncolé, au centre Diamant. Il est particulièrement engagé dans la lutte contre les hépatites virales, les affections hépatiques chroniques. Et docteur Jean-Jacques Matimbo dirige actuellement ou co-dirige actuellement la RCP oncodigestive aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et moi, je vous ferai le plaisir d'être le modérateur de la séance d'aujourd'hui. Nous suivrons notre canevas habituel. On va donner la parole au présentateur, puis un mot de panéliste. Enfin, suivront les questions. Nous allons laisser la parole à Dr Gabriel Simon de nous présenter les sujets de ce jour. Docteur Gabriel, vous avez la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
Je suis très honoré, surtout que c'est un sujet que j'apprécie fortement. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de l'imagerie du foie en post-chimio. Comme tu l'as rappelé, c'est un sujet qui est vraiment très important parce qu'on a de plus en plus de cancers qui sont diagnostiqués, donc de plus en plus de patients qui sont traités. Et ça pose quand même un défi pour nous radiologues. Hop. Alors, en fait, les lésions induites sur le foie au niveau par la chimiothérapie, on va les regrouper dans une grande case qu'on va appeler les CALI, donc les Chemotherapy Induced Liver Injury. Donc, elles vont être globalement de 4 types. On va avoir de la toxicité directe sur les hépatocytes et les voies biliaires, qui va provoquer en fait des hépatites qui vont évoluer vers des formes fibrosantes, voire éventuellement cirrhotiques. On va avoir une altération du métabolisme des lipides, qui va entraîner une stéatose, une stéatohépatite. On va avoir des lésions qui vont être au niveau des vaisseaux, donc des lésions vasculaires hépatiques avec, on va revoir pas mal de choses, mais le syndrome d'obstruction sinusoïdale, les lésions HNF-like, les lésions de Pelios et puis éventuellement même des thromboses macrovasculaires. Et puis on va avoir une autre case qu'on va appeler autre avec en fait des formes un peu particulières, notamment la pseudocirrhose. Donc ça, c'est vraiment une espèce de grande boîte pour un peu ranger ces différentes lésions induites par la chimiothérapie. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser? Comme tu l'as dit, parce que ça devient en fait de plus en plus fréquent. On a de plus en plus de cancers qui sont diagnostiqués, plus de patients traités et en fait surtout c'est dose dépendant et donc cycle dépendant. C'est des patients qui vont avoir une vie en fait, une vie pendant plusieurs années qui vont avoir de la chimiothérapie. Donc ils vont avoir beaucoup de types de chimiothérapie différents avec différentes lignes de traitement et donc en fait ils vont être exposés à plein de médicaments qui sont hépatotoxiques. Et c'est des lésions qui sont pas toujours, qui ne régressent pas complètement après l'arrêt du traitement. Donc en fait, un patient qui a été traité par un cancer, c'est un patient qui n'est pas tout à fait normal au niveau de l'imagerie hépatique. Pour ce qui est un peu notre côté en radio, ça va en fait compliquer le suivi sous traitement. C'est des patients qui ont une imagerie hépatique qui est un peu particulière et donc il y a des choses à connaître. Il faut avoir des notions en tête pour suivre ces patients. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça change radicalement le pronostic de ces patients. Quand on donne de la chimio à un foie, en fait, on va induire un stress et du coup, on va provoquer des lésions, donc par exemple de la stéatose ou de la stéatohépatite, qui en fait, par exemple, elle, augmenter le risque de décès à 90 jours au post-opératoire. On passe dans les séries de 2%. Donc, c'est sur de la chirurgie hépatique, de 2% à 15%. Quand on a un syndrome d'obstruction sinusoïdale, en fait, on va avoir une moindre réponse des métastases. On va avoir une augmentation de la morbidité post-opératoire jusqu'à 30% dans les séries. Et en fait, du coup, tout ça, ça va modifier la prise en charge chirurgicale. C'est assez fréquent que nous, en RCP, chez nous, les chirurgiens nous disent qu'ils ont opéré tel ou tel patient. En fait, le foie était très peu fonctionnel parce qu'il y avait des lésions qu'on voyait ou qu'on ne voyait pas forcément en imagerie, donc de la graisse ou des lésions d'obstruction sinusoïdale. On reviendra un petit peu après dessus sur le côté imagerie. Et donc, c'est des patients en fait qui n'ont pas une adéquation parfaite. Il y a une inadéquation pardon, en post-opératoire entre le besoin de l'organisme et puis le volume de foie restant. Donc, c'est vraiment des choses extrêmement importantes à connaître. On va, si ça vous va, j'ai construit le cours sur des questions. Donc en fait, on va commencer par le cas d'un homme de 58 ans qui a un adénocarcinome gastrique qui est métastatique au niveau hépatique. Il est sous chimio-immuno, c'est sa première ligne. Donc il est sous Folfox et nivolumab. Il a eu 6 cures. Et je vous montre des imageries. Normalement, vous voyez bien mon pointeur, je l'espère. Donc on a l'imagerie en mai 2024, donc au début de traitement, en octobre 2024, et puis en janvier 2025. En fait, on voit que ce patient, il a des lésions ici dans le segment 4 et puis une autre dans le segment 8 sous-capsulaire qui vont avoir tendance à régresser. Par contre, sous traitement, on voit apparaître cette lésion-là. Je vous présente le cas parce que c'est vraiment un cas que j'ai eu en RCP il y a pas si longtemps, avec la question de l'oncologue qui a été directement, est-ce que tu confirmes qu'il y a bien une progression radiologique? Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Oui, les réponses peuvent être données dans les chats Ouais. pour que le cours soit interactif.
Sinon, peut-être révisualiser les images, hein. Enfin, c'est toujours bien pour un radiologue de revoir les images, en effet. Parce que ce patient, il en avait accès à une IRM hépatique. Chez nous, on a quand même l'IRM assez facile, même en onco, dès qu'il y a une lésion hépatique qui apparaît, justement parce qu'il y a des pièges et cette lésion en fait partie. Donc, si on regarde sur la face postérieure du foie gauche, donc c'était une lésion qui est censée être ici. Donc, sur un T2 FATSAT, on voit pas de lésion évidente. Pareil en diffusion, la diffusion est quand même assez sensible pour voir les lésions sur le foie. Et donc, on voit rien sur ces séquences-là. Et en fait, quand on regarde le T1 en phase et en opposition de phase, on voit clairement une chute de signal entre les deux séquences, qui est en fait liée à une plage de stéatose, tout simplement. Donc, en fait, ce qu'il faut, ce qui doit alerter un petit peu dans ce cas-là, c'est que c'est un patient qui a des lésions qui régressent sur le foie, une nouvelle lésion qui apparaît dans des zones un petit peu clés qu'on va revoir juste après, donc qui sont très périhilaires ou éventuellement sous la capsule hépatique ou dans le segment 4. C'est des zones où on doit avoir le réflexe des zones de stéatose, en fait. Et donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu ce que le chirurgien voit, lui, en post-opératoire. Il voit un foie en fait, qui est surchargé en graisse, donc ce qu'ils appellent le yellow liver de leur côté. Donc, en gros, pour la stéatose et la stéatohépatite dans le foie, on va avoir au niveau de la physio un contact du foie avec des chimiothérapies. C'est surtout du 5-FU, donc qui sont en fait utilisés principalement dans les cancers colorectaux, dans les protocoles de FOLFIRI, FOLFOX, FOLFORIXI. On peut les utiliser dans d'autres cancers, mais c'est surtout ce qu'on va voir le plus dans du cancer colorectal. Et donc, en fait, il va y avoir une lésion des petites vénules portes. Donc, il va y avoir une déportalisation. On va perdre le côté apport porte au niveau du foie. On va avoir en plus une inhibition de l'oxydation des acides gras. Donc, ça, c'est vraiment surtout le 5-FU. Et puis, une inflammation. Et donc ça survient globalement assez vite après le début de traitement, en 5 mois. Et on va avoir des dépôts de stéatose qui vont se faire dans des zones assez clés, on va en reparler juste après, et qui éventuellement, s'il y a une inflammation extrêmement importante, peuvent évoluer vers la stéatohépatite, donc qui est en fait la combinaison de dépôts de stéatose plus de l'inflammation. Dès qu'on parle d'inflammation dans le foie, en fait, on va automatiquement associer le mot de fibrose, avec du coup des inflammations prolongées qui vont aboutir à des états de fibrose hépatique qui peuvent aller jusqu'à la cirrhose. Donc, c'est des tableaux qui sont globalement asymptomatiques. On peut avoir même des stéatoses diffuses de tout le foie chez des patients qui vont être asymptomatiques aussi bien au plan clinique que biologique. Et quand on attend un peu trop, qu'il y a trop d'inflammation et qu'on arrive sur les stades de fibrose-cirrhose, on a des patients qui deviennent symptomatiques. Les dépôts peuvent être plus ou moins réversibles en fonction de ce côté inflammatoire. Donc, je vous présente ici le cas d'une forme focale. Pareil, segment 4. On voit en phase et en opposition de phase. C'est vraiment cette chute de signal qui est vraiment très forte, nette. On voit même sur les séquences de T2 non FATSAT qu'il y a une plage en hypersignal T2 qui est vraiment très évocatrice de surcharge stéatosique. Quand on supprime le signal de la graisse sur le T2, on voit une perte de signal, ce qui va bien aussi avec notre plage de stéatose. Et surtout, ce qui est très important, c'est cette diffusion et la cartographie ABC qui sont totalement normales. C'est quand même assez rare de voir des métastases qui sont totalement invisibles en diffusion sur le foie, surtout pour les métastases de cancer colorectal. Juste un petit point de physio que j'aime beaucoup pour expliquer la stéatose, les dépôts de stéatose dans le foie. En fait, le foie, au niveau vasculaire, il y a au niveau afférent, on a une veine et une artère, donc la veine portée et l'artère hépatique. Et puis, on va avoir des veines accessoires qui vont amener du sang au foie d'autres territoires de l'organisme. Ces veines, elles peuvent être soit afférentes, soit parfois efférentes en fonction des différences de pression porte. Et ces zones vraiment clés dont je vous ai parlé, c'est la face postérieure du foie gauche, les segments 2 et 3, avec des veines épiploïques ou des veines gastriques qui viennent se jeter directement dans le foie à cet endroit-là. On peut avoir le classique, le segment 4, au pourtour du ligament, qui est en fait des zones de drainage veineux de toute la paroi thoracique
antérieure et puis la paroi abdominale. Donc en fait, c'est vraiment ces zones-là qui sont très importantes à garder en tête. Il ne faut pas se faire piéger avec en fait, tout simplement des dépôts de stéatose, voire des épargnes stéatosiques dans ces zones-là. Un autre grand classique, c'est au pourtour de la vésicule biliaire, où en fait la vésicule biliaire le drainage veineux va se faire directement dans le foie au travers de petites vénules qui sont invisibles en imagerie et qui vont, dans certains cas, entraîner des dépôts de stéatose et dans d'autres, entraîner des épargnes stéatosiques. Donc c'est vraiment ce côté négatif entre ces zones-là et puis le reste du foie qui est vascularisé majoritairement par l'UPORT. On peut avoir aussi des formes diffuses de stéatose, comme c'est le cas ici, avec, attention, quand même un piège, c'est que on peut avoir des formes de stéatose diffuse qui ne sont pas forcément liées à de la chimiothérapie, mais qui sont tout simplement post-opératoires. Ici, c'est le cas d'un patient avec un ADK du pancréas, je ne vous ai pas mis l'image pancréatique, qui a été opéré, et en post-opératoire, sans que ce soit lié à de la chimio qu'il a eu en préopératoire. Mais en fait, c'est des patients qui vont développer de la stéatose diffuse. Donc, c'est vraiment un classique, piège un peu classique. Après, ça change pas forcément le côté dysfonction hépatique qui peut être présent. Le piège avec les formes, avec la stéatose, c'est qu'en fait, on peut avoir, surtout en scanner, on peut avoir un foie qui devient vraiment très peu explorable, avec des lésions secondaires qui peuvent être totalement masquées par la stéatose. Ici, si on regarde ce patient avec le scanner sans injection, on voit qu'il y a une surcharge stéatosique. Vous n'avez pas la densité au niveau des reils, mais on voit qu'elle est bien inférieure à la rate. Et en fait, quand on injecte, c'est difficile de voir des lésions sous-jacentes. On peut éventuellement se poser des questions ici. Et en fait, tout devient bien plus clair quand on regarde l'IRM et surtout la cartographie en phase et en opposition de phase. On voit vraiment le dépôt de graisse partout dans le foie et les plages d'épargne qui en fait correspondent à des métastases. Et je vous remets ici l'intérêt vraiment très très important de la diffusion qui permet en fait de bien voir les métastases. En plus, nous, de plus en plus, pour le suivi de patients avec des métastases hépatiques, surtout en pré-chir, parce que le chirurgien va avoir une cartographie précise de toutes les lésions dans le foie pour vraiment toutes les retirer, éventuellement faire des thermoablations complémentaires. On utilise de plus en plus la phase hépatobiliaire avec des des produits de contraste hépatospécifiques, donc qui sont éliminés majoritairement par la bile, ou en fait, sur des phases à 20 minutes sur du Primovist ou à 2 heures, 120 minutes sur du multi-séance. On a des cartographies avec le foie fonctionnel qui capte le produit de contraste, et puis tout ce qui n'est pas hépatocytaire ne capte pas. Donc, on peut avoir aussi bien les lésions bénignes, les kystes, les angiomes, que les lésions malignes. Donc, ça permet en fait d'avoir vraiment une cartographie noir, blanc du foie et voir absolument toutes les lésions qui sont présentes. On peut avoir des formes avec un aspect assez fibrosant, assez inflammatoire. Il n'y a pas forcément de choses en imagerie qui permettent de les différencier, mais parfois on voit des formes vraiment très inquiétantes, entre guillemets, notamment le cas de ce patient. C'est un patient qui avait un cancer colique de mémoire, pas de métastase hépatique. Le patient a été réséqué, un rétablissement de continuité en une fois. Et puis sur les imageries de suivi, on a vu apparaître ça en novembre 2022, en mars 2024. Et puis on voit progressivement, on a une rétraction capsulaire, un centre qui devient un peu fibreux, qui va garder le produit de contraste, et puis une périphérie qui est vraiment très hypodense, qui est en fait liée à de la stéatose. Et quand on regarde en IRM, eh bien, en fait, on voit que c'est que de la graisse et que la partie centrale, en fait, c'est de la fibrose, ce qui explique le côté rétraction capsulaire, la captation tardive du produit de contraste. Donc, en fait, ça, c'est un cas, on a dû biopsier quand même, mais c'est vraiment une stéatohépatite de forme un peu locale qui progresse comme ça dans le foie. Un deuxième cas, c'est une
patiente de 61 ans qui a un adénocarcinome du moyen rectum qui est métastatique d'emblée au niveau hépatique, diagnostiqué en novembre 2024. Elle a un traitement que je vais appeler mystère pour l'instant, c'est vous qui allez me donner votre réponse. Et on lui fait une IRM de réévaluation avant chirurgie. Donc, chirurgie combinée, il voulait faire tumeur primitive plus les méta-hépatiques qui est programmée en mars 2025. Donc ça, c'est son IRM préopératoire. Vous avez mis du coup vraiment toute la séquence essentielle, selon moi, avec du T1, du T2, et les phases injectées, où on voit d'ailleurs des métastases, des phases à 6 minutes et une phase hépatobiliaire. Et donc ma question, quel est ce fameux traitement mystère et qu'est-ce que vous voyez de notable à l'imagerie? L'oxaliplatine. L'oxaliplatine. Exact. De l'oxaliplatine. Et sur l'imagerie, est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier? Pardon. Hop, je vais me montrer la réponse sans faire exprès. On a vu la réponse. Je vous montre sur donc c'est bien l'oxaliplatine qui est impliqué dans ce dont on va parler juste après. Et sur l'imagerie, on voit surtout ça, sur les phases hépatobiliaires, des réticulations en zone périphérique dans le foie droit. J'ai mis un petit point d'exclamation sur la phase à 6 minutes, juste pour faire un petit rappel sur quelque chose où nos internes se trompent assez fréquemment. C'est que quand on utilise un produit de contraste hépatospécifique avec une élimination extrêmement rapide, parce que le nom commercial c'est le Primovist, et bien du coup la phase à 6 minutes, donc la phase un peu tardive, elle est ininterprétable parce qu'en fait elle ressemble très fortement à la phase hépatobiliaire. Et donc on peut, surtout sur les foies de cirrhose, c'est pas le cas ici, mais on peut très facilement parler d'un lavage alors qu'il n'est pas présent. C'est juste un petit point de rappel qui est quand même assez important. Et donc, ce dont on va parler là, c'est le syndrome d'obstruction sinusoïdale que les chirurgiens en fait constatent en opératoire. Ils voient un foie qui est très bleu, à contrario du foie qui était très jaune avant, et en fait lié à ces petites dilatations des espaces sinusoïdaux. Je vous remontre ici le cas d'un patient de 40 ans avec un cancer du côlon, une lésion secondaire hépatique, on voit très bien en diff. Pareil sur l'artériel, le portal, le tardif. Ce patient, il a 3 mois de Folfox. Il est opéré. Donc, IRM de réévaluation pré-chir. On voit que la lésion a diminué. La phase hépatobiliaire, on voit pareil sa réticulation. Le patient est opéré. Sur la pièce d'anapathe, on voit ces petits dépôts, je ne suis pas anapathe, mais on me l'a décrit comme ça. Ces petits dépôts un peu orange, sous-capsulaires, dans le foie droit, qui est en fait lié à de l'obstruction sinusoïdale. Juste pour expliquer l'obstruction sinusoïdale, je trouve que c'est assez important et assez intéressant de repartir de la physio et d'expliquer comment fonctionne le sinusoïde et comment fonctionne en gros le foie. Donc on a un apport porte, un apport artériel, et en fait les deux sangs peuvent se mélanger dans le sinusoïde. Donc le sinusoïde fait son travail, élimine les déchets du sang globalement, produit de la bile, et puis le sang est ensuite remis dans le système veineux. Donc en fait on a en périphérie du sinusoïde ce qu'on appelle la triade portale, avec la veine porte, l'artère et la voie biliaire. Et donc, le sang porte et le sang artériel se mélangent comme ça au niveau du sinusoïde, ce qui explique en fait beaucoup de troubles perfusionnels qu'on voit en imagerie. Quand on diminue le flux porte, et ben du coup, l'artère prend un peu le relais. Et donc, on va avoir des morceaux de foie qui vont être très artérialisés. Et, et donc, en fait, le sang va être purifié, on va dire, entre guillemets, comme ça, dans le sinusoïde. Donc, c'est bordé d'hépatocytes. Et puis, il va arriver au niveau de la veine centrolobulaire. Donc, vraiment centrale sur le sinusoïde. En fait,
quand on met certaines chimiothérapies, notamment des sels de platine, c'est vraiment la grande classe thérapeutique qui est pourvoyeuse de syndrome d'obstruction sinusoïdale, et bien en fait, on va léser l'endothélium vasculaire dans le sinusoïde. Et donc, on va avoir un côté précipitation des globules rouges. On va avoir une espèce de caillot qui va se former au niveau du sinusoïde et qui va l'obstruer. Donc, en fait, le sang va se mettre à stagner dans la veine, dans l'artère, et il va y avoir un défaut de retour veineux dans la veine centrolobulaire. Ça peut commencer assez précocement. En imagerie, on ne l'a pas forcément toujours très tôt, mais en histologie, on peut avoir des lésions qui débutent 1 à 3 semaines après le début de traitement. Et l'atteinte est maximale à peu près à 3 à 4 mois. Donc c'est vraiment sur les premières IRM de réévaluation des patients qu'on peut avoir ces lésions-là. Il faut vraiment être très attentif parce que, comme je vous l'ai dit, ça modifie la capacité du foie à supporter la chirurgie, ça diminue la réponse des métastases. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important, fin, mais à chercher quand même à chaque fois. On peut avoir des formes qui vont être assez légères, modérées, avec notamment des formes qui peuvent être très focales ou des formes qui peuvent être très diffuses. On peut avoir en imagerie des formes qui sont visibles sur l'imagerie un peu standard avec du T1, du T2 et puis nos séquences dynamiques. Donc on peut voir des choses qui ne sont pas forcément très spécifiques de lésions secondaires avec des plages un peu en hypersignal T2, pas forcément d'anomalies en diffusion. Et puis, ce qui est vraiment très important, c'est la phase hépatobiliaire, où là, on voit ce côté réticulation, qui peut être majoritairement plutôt prédominant sur le foie droit, mais qui peut être vraiment diffus. Et juste pour comprendre, en fait, le défaut de captation des produits de contraste hépatospécifiques, donc dans ces zones-là, en fait, c'est tout simplement lié à des zones où les sinusoïdes sont obstrués de manière un peu chronique, et donc les hépatocytes commencent à souffrir, donc commencent à être non fonctionnels. Et donc, s'ils sont non fonctionnels, ils captent pas de produit de contraste hépatospécifique. On a vraiment une cartographie du foie fonctionnel et du foie qui ne l'est pas. On peut avoir des formes qui sont, à contrario, totalement invisibles sur les imageries standards, donc que ce soit en T2 ou sur les phases dynamiques, et puis révélées seulement à la phase hépatobiliaire. Donc c'est vraiment, dès qu'on peut, c'est vraiment intéressant chez ces patients d'utiliser un produit de contraste hépatospécifique pour rechercher le syndrome d'obstruction sinusoïdale, d'une part, et pour chercher la petite micrométastase, la petite lésion qui apparaît et qu'on ne voit pas forcément sur l'imagerie standard. À contrario, on peut avoir des formes qui vont être très bruyantes, qui vont se présenter en imagerie et puis sur le plan clinique et biologique comme des hépatites en fait, avec une imagerie qui n'est pas forcément très spécifique de l'obstruction sinusoïdale, avec en gros un foie qui présente des signes en fait d'engorgement, donc avec un œdème périportal, on voit ici, un œdème au pourtour des veines hépatiques, de l'acide, une splénomégalie, donc des choses qui ne sont pas forcément très spécifiques, mais qui sont évocatrices en fait de défaillance hépatique aiguë. Dans ces cas-là, le traitement est très fréquemment arrêté. Il y a un côté, ça continue à évoluer, et puis il y a certaines formes qui régressent. Donc c'est assez rare, mais il faut quand même avoir ça en tête. Donc il y a potentiellement des lésions qui sont réversibles et d'autres qui sont irréversibles. Dans la littérature, j'ai refait un peu le tour. C'est vraiment très disparate en fait, la persistance des anomalies en imagerie après arrêt du traitement. Je vais vous présenter maintenant le cas d'un homme, je vous ai pas mis l'âge, mais de mémoire, il a 57 ans. C'est un patient qui est médecin, qui a un adénocarcinome colique gauche. Il avait 7 métastases hépatiques. Il a été opéré en mai 2019. Elles étaient majoritairement à droite. Il avait 2 lésions à gauche. Donc, il a eu chir de la tumeur primitive, plus radiofréquence en opératoire de 2 lésions hépatiques. Il a eu un traitement néoadjuvant avec du FOLFIRI Erbitux, et puis il a eu un traitement adjuvant, pareil, le même traitement. Donc, la chir avec RF des lésions,
On lui trouve sur l'IRM de suivi en 2024, donc vraiment 5 ans après, 2 lésions qui apparaissent et le patient est staffé en RCP et puis il n'y avait pas de radiologue à ce moment-là. On propose de faire une double radiofréquence. Donc on voit le patient en consultation. Je vous remets juste les images ici en phase, position de phase. On voit d'ailleurs que c'est un foie qui est surchargé en graisse. Donc on rajoute une difficulté supplémentaire à l'interprétation. Donc on a un T1 FAT7 du T2. On voit du coup une lésion, une deuxième lésion. Je vous montre les séquences injectées avec deux lésions qui sont hyperartérialisées, l'une comme l'autre. Un recrutement qui est peut-être un petit peu différent. On le voit sur les phases tardives, elles n'ont pas forcément le même comportement. Et donc ma question, c'est vraiment le patient est arrivé comme ça en consultation chez nous. On nous a dit il faut traiter les deux lésions à gauche. Donc cette lésion-là, on n'a pas forcément très envie de la traiter, puisqu'elle est assez proche du pédicule à gauche, il y a la voie biliaire, il reste que du foie gauche. C'est pas forcément le meilleur endroit pour le traitement. Donc ma question, c'est quelle lésion vous traitez? Est-ce que vous faites les deux, comme vous l'a demandé l'oncologue, ou est-ce que vous traitez éventuellement seulement celle qui est centro-hépatique, celle qui est sous-capsulaire, ou est-ce que vous regardez à nouveau l'imagerie? Pardon, j'ai pas bien entendu. Oui, on regarde l'imagerie toujours, ça fait plaisir pour un radiologue de revoir un peu plus de choses. Et je vais vous montrer du coup la phase hépatobiliaire. Toujours, je suis un très grand fan de spray de contraste hépatospécifique, mais ça sauve quand même de pas mal de situations, notamment celle-ci. En fait, on voit que les deux lésions sur l'imagerie un peu conventionnelle, elles n'ont pas le même comportement. Celle-ci, elle va être hyperartérialisée, bien sûr, elle a des contours bien réguliers, mais on voit qu'elle va continuer à garder le produit de contraste. La deuxième, en fait, le rehaussement est déjà pas exactement le même sur la phase artérielle, il y a un peu un côté couronne. Et puis sur le temps tardif, on voit qu'elle est moins rehaussée que le foie. Et quand on regarde la phase hépatobiliaire, il y en a une qui capte et l'autre qui capte pas. Donc il y en a une qui est des hépatocytes fonctionnels et l'autre qui n'est pas des hépatocytes fonctionnels. Donc ça, c'est une lésion qui n'est pas une métastase, et ça, c'est une métastase. Donc le patient, on a traité juste celle-ci, parce que ça, on savait que c'était pas une métastase. Je vous montre l'IRM de janvier 2024 et de janvier 2025. La lésion, elle a continué à progresser tranquillement. On est passé de hop, ça à ça, puis ça. Et donc, bon, on est quand même revenu nous voir pour nous demander si on était sûr à 100% de notre diagnostic sans avoir biopsié. Est-ce que ça vous choque ou pas l'augmentation de taille de cette lésion? Non. Non, bien sûr que non. Puisque cette Non. lésion est tout simplement, vous avez en imagerie, qu'est-ce que vous en dites de cette lésion? Alors, l'oncologue, je peux parler? Bien sûr, bien sûr. Oui, en fait, on peut avoir des situations. Là, il fallait vraiment essayer de voir la densité, ce qu'il y a d'une sorte de densité de la lésion. Parce que la taille peut rester la même, peut augmenter, mais il faut voir la densité. Ouais, en fait, encore plus que la densité, ce qui est vraiment très, très important, c'est que cette lésion, j'ai un peu de mal à passer le diapo, c'est que cette lésion capte à la phase hépatobiliaire, donc en fait, c'est du foie fonctionnel. En fait, ce patient, il a eu énormément de chimio, et donc ce patient, en fait, il a tout simplement une lésion d'HNF-like. Donc lésion HNF-like, c'est comme des lésions d'HNF, mais sur un foie où il y a une anomalie diverse, donc ça peut être éventuellement un foie vasculaire.
en fait, comme c'est le cas dans les patients qui ont eu de la chimiothérapie. Et donc, c'est du foie fonctionnel, c'est juste qu'il est réorganisé différemment. Donc, on a des îlots d'hépatocytes qui sont, qui sont en fait organisés autour plutôt d'une artère, à contrario de la veine porte. Et donc, c'est des îlots de foie en fait, qui vont être très hyperartérialisés. Et ils captent la phase hépatobiliaire, ils captent le produit de contraste parce ils sont tout simplement fonctionnels. Voilà, du coup, en fait, c'est des lésions qu'on peut voir vraiment jusqu'à plusieurs années après le traitement. Ce cas-là, c'était 5 ans. Bon, le patient a quand même fait une métastase après 5 ans, mais on a plusieurs cas de patients qui ont eu de la chimio, et qui font des lésions vraiment jusqu'à 10, 15, 20 ans même après. Donc, c'est vraiment des situations pièges. Et très vite, très souvent, il y a des patients en fait, qui ont été catalogués récidives et qui ont été traités. On voit que la chimio ne fonctionne pas dessus parce que tout simplement, c'est pas des métastases. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser la face hépatobiliaire. Et si on n'a pas toutes les caractéristiques typiques, donc c'est-à-dire une lésion qui va être hyperartérialisée, qui va garder le produit de contraste, voire qui va s'homogénéiser par rapport au foie, qui va capter à la phase hépatobiliaire et qui en plus va avoir un signal assez proche du foie sur l'imagerie conventionnelle, qui ne va pas être en hypersignal diffusion. Et bien, du coup, si on a vraiment tous ces critères, on peut être sûr du diagnostic de lésion d'HNF-like. Si ce n'est pas le cas, il ne faut vraiment pas hésiter à aller à la biopsie. Et ces lésions, en fait, elles peuvent tout simplement grossir, puisqu'on a l'artère centrale qui continue à nourrir les hépatocytes, de la fibrose qui se forme, et c'est une lésion qui va grossir progressivement, mais sans pour autant se compliquer. Éventuellement, elle peut être un peu compressive sur certains vaisseaux, si elle est très proche notamment des ostiomes des veines hépatiques, mais ça, c'est des cas très très particuliers. Et donc, le principal traitement, c'est l'oxaliplatine. S'il vous Je plaît. vous montre. Oui, bien sûr. Sur cette imagerie, vous pouvez nous montrer la cicatrice centrale qui vous avez Euh, vers une HNF. Ouais, en fait, sur ce cas-là, on l'a pas en fait parce que tout simplement la lésion est très petite. C'est un peu le problème. Euh, sur les lésions d'HNF de moins de 2 cm ou les lésions d'HNF-like de moins de 2 cm, on peut très fréquemment ne pas avoir de cicatrice centrale visible en T2. En fait, elle sera visible en histo. Donc ensuite, nous de notre côté, on utilise plutôt des faisceaux d'arguments et notamment surtout la captation à la phase hépatobiliaire pour, euh, pour poser le diagnostic d'HNF et, euh, enfin voilà, et suivre le patient comme tel. Mais Ah, c'est vrai d'accord. que c'est assez difficile sur les petites lésions, comme c'est le cas ici, de voir la cicatrice centrale. Après, il ne faut pas hésiter. Au moindre doute, il vaut mieux faire une biopsie plutôt que rater la métastase. Parce que du coup, on change radicalement le pronostic. Ok, merci. Juste un cas que je trouve assez beau. C'est une patiente de 52 ans. Elle est admise aux urgences pour hémorragie digestive avec des varices œsophagines de grade 2. Il y a des signes d'hypertension portale avec une acide, des voies de dérivation. C'est une patiente qui ne consomme pas d'alcool, qui n'a pas de syndrome métabolique connu. Donc, on a son scanner le jour J. Et puis, on a son scan 18 mois avant. Donc voilà, ce qu'on ne vous avait pas dit aux urgences, c'est que c'est une patiente qui a un antécédent de cancer du sein. Et donc, en 18 mois, elle est passée d'un foie comme ça, qui est non dysmorphique. On voit pas de contour bosselé, pas de signe d'acide. Par contre, il y a des lésions hépatiques, à un foie totalement bosselé, avec des signes d'hypertension portale. Bon, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de cette entité. Je vous remontre la phase tardive en IRM, où on voit, c'est assez esthétique d'ailleurs, que les lésions sont devenues extrêmement fibreuses et que le foie s'est totalement remodelé. Donc on voit sur le côté de captation tardif que c'est des lésions fibreuses. Donc vous avez tous entendu parler, je pense, de l'éparlobatum. C'est ce qu'on appelle une belle girafe en radiologie, c'est assez connu, mais on en voit finalement assez peu.
fait, c'est surtout l'apanage du cancer du sein, mais ça a été décrit aussi dans d'autres cancers. Et j'ai déjà vu un patient avec un cancer colorectal, des métastases hépatiques, qui a évolué vers vers l'hépatolobatum. Et donc, c'est cette combinaison du cancer primitif avec des lésions secondaires hépatiques, plus le traitement, donc qui induit des lésions vasculaires, on a vu précédemment, notamment le syndrome d'obstruction sinusoïdale. C'est des patients qui sont des patientes surtout qui sont traités avec des platines ou des taxènes, Et donc c'est cette combinaison qui va entraîner ce remodelage dysmorphique du foie. Donc on a une infiltration dans les hypothèses physiopathes, elles sont pas forcément bien claires, mais on aurait une infiltration cellulaire tumorale au sein des sinusoïdes, dont je vous ai parlé juste avant, donc un côté obstructif, qui en plus est potentialisé par l'obstruction sinusoïdale, donc avec ces lésions de l'endothélium du sinusoïde, plus des lésions d'HNR, donc des hyperplasies nodulaires régénératives. C'est vraiment des choses assez compliquées, mais en fait, on va avoir un côté un peu prolifératif entre les sinusoïdes, donc ça va entraîner encore plus des obstructions. Et donc, quand on met tout ça, ben, en fait, on va avoir un côté fibrose qui va évoluer extrêmement rapidement sur le foie. Donc, vraiment, c'est quelques mois, passer d'un foie normal à un foie totalement dysmorphique, très fibreux. Il y a quelques problèmes avec les explications de physiopathes qui sont mises en avant dans la littérature, c'est que quand on fait des biopsies, ben parfois on trouve aucune cellule tumorale. Vraiment aucune. Donc on a des patientes qui ont eu des métastases hépatiques, qui ont été traitées, et qui n'ont aucune lésion tumorale dans le foie, mais qui pourtant évoluent de ça à ça. On a des patientes qui n'ont eu aucun traitement, donc pas de lésion de syndrome d'obstruction sinusoïdale. Donc en fait, il y a encore un peu une part d'ombre sur cette entité. C'est pour ça qu'elle est quand même assez intéressante à avoir vue. Et encore plus quand on regarde les séries dans la littérature, il y a trois séries qui sont penchées dessus. On a sur 200 patientes avec un cancer du sein, on peut avoir jusqu'à 19% qui ont cet aspect de départ lobatum. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement surestimé. Je n'avais pas l'impression qu'on en ait vu autant. Je ne sais pas si mes collègues qui sont présents en voient dans ces proportions, mais je trouve que c'est vraiment trop important. Mais par contre, on peut voir des anomalies des contours hépatiques, donc de la fibrose qui commence à s'installer sur un grand nombre de patients. Pareil, 50 à 75%, je trouve que c'est un peu trop. Mais c'est vrai que parfois, sur des patientes qui ont eu un cancer du sein plus un traitement, on peut avoir un côté un peu fibreux, des petites rétractions capsulaires qui peuvent totalement passer inaperçues, mais qui sont quand même présentes. Donc voilà, c'est assez rapide. On passe vraiment en 8 mois en médiane entre un foie normal et puis un foie totalement remodelé, qui va ensuite, du coup, induire une insuffisance hépatocellulaire. Et puis, dans la très, très grande majorité des cas, une fois qu'on a amené le diagnostic de départ lobatum, on va avoir un décès assez rapide, qui est en fait lié toute l'insuffisance hépatocellulaire qui est induite. Et je vais vous montrer un cas un peu bonus. On sort un petit peu du champ de la chimiothérapie. Chez un homme de 73 ans qui a un adénocarcinome bronchique et métastatique au niveau osseux hépatique. Il était traité par pembrolizumab depuis 1 an et demi. Il arrive aux urgences devant un pruré avec à la bio une cytolyse et une cholestase. Et puis on lui fait assez rapidement une imagerie. Donc on a été sympa sur la garde. On a fait une IRM avec du T1 Fatsat, de l'artériel, un temps à 60 secondes, 90 secondes, du portal, du T2 Fatsat, et puis une Billy IRM. Donc on voit plusieurs anomalies, notamment des prises de contraste périportales assez importantes. On voit une infiltration en hypersignal T2, donc c'est un peu inflammatoire, œdémateux, mais pas forcément fibreux. Et puis sur la biliaire, on voit des voies biliaires qui sont bien trop visibles, avec des petites sténoses un peu diffuses. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous suspectez devant cette imagerie?
Est-ce que vous pensez à un cholangiocarcinome? Est-ce que éventuellement vous pensez à une cholangite qui serait liée à l'immunothérapie ou une cholangite aux IgG4? Moi, je pensais à une cholangite qui est liée À l'immunothérapie. Ouais, exactement. Exactement. On en voit vraiment de plus en plus. C'est assez impressionnant. Quand j'ai commencé l'internat il y a quelques années, j'en avais entendu parler un petit peu. On en a vu une ou deux une fois en staff. Et en fait, comme l'immunothérapie vraiment explose, les indications explosent, on voit de plus en plus de patients qui font des cholangites qui sont liées à l'immuno. Juste pour rappel, la cholangite à IgG4, je vous en ai pas parlé ici, mais c'est un patient qui n'avait pas d'anomalie pancréatique. On voyait vraiment rien d'autre. Il n'avait pas de foyer de néphrite et IgG4. Voilà, c'est quand même pas forcément, c'est pas forcément exactement la même présentation en imagerie. C'est rare d'avoir des atteintes biliaires uniques isolées de l'IgG4. C'est possible, bien sûr, mais c'est des patients qui vont faire des formes qui vont être plutôt au niveau du cholédoque et pas forcément trop en intra-hépatique. A contrario, des cholangites liées à l'immunothérapie, où on va avoir quand même une cholangite qui va être vraiment sur tout l'arbre biliaire. Je vous montre le contrôle à 2 mois de l'arrêt de traitement, où c'est plus du tout la même chose. On voit, on a fait un contrôle scanner seulement chez ce patient. On voit encore une prise de contraste des parois biliaires, mais qui est vraiment beaucoup moins importante, l'aspect beaucoup moins inflammatoire que sur l'IRM. Donc c'est vraiment des tableaux qui peuvent éventuellement régresser directement à l'arrêt de traitement, parfois des corticoïdes. Bon, ça, après, je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est pas forcément mon domaine. Donc, c'est surtout les anti-PD1 au niveau de l'immunothérapie. Ça débute assez précocement, 10 jours jusqu'à éventuellement 2 ans après le traitement. Donc, c'est vraiment très variable. On voit des patients qui vont bien pendant 1 an et puis d'un coup, ils se mettent à faire une cytolyse cholestase. Et en imagerie, on a vraiment ces aspects assez typiques, avec un épaississement diffus des voies biliaires. Donc, c'est vraiment une cholangite qui est assez diffuse, avec ce côté œdémateux de la paroi, elle est épaissie, irrégulière, et vraiment sur toute sa hauteur, jusqu'en intrahépatique, avec une paroi sur l'axial T2 qui est vraiment très épaissie ici, une prise de contraste éventuellement tardive. Et puis, une petite chose un petit peu intéressante, c'est qu'il n'y a pas de sténose du cholédoque. Donc, c'est pas mal pour le différencier du cholangiocarcinome, voilà, au moins extra-hépatique. Après, le périhilaire, parfois, ça peut poser un peu de problème. Mais pareil, il ne faut pas hésiter à aller à l'écho-endoscopie, la biopsie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, continuer et donner la parole au colloque qui est là. On va le colloque, vous voulez donner la parole à Docteur Niemabo. Docteur Niemabo, on ne vous attend pas bien là. c'est ça? Vous ne m'entendez pas, c'est ça? Allô? Docteur Niemabo, Vous ne m'entendez pas? vous captez de loin, maintenant on vous capte bien là. Ah, ok. Et merci beaucoup, docteur Gabriel. On voulait donner la parole à docteur Matimbo d'ailleurs, lui, hépatogastro-entérologue, pour nous donner son avis. Et après lui, on donnera la parole à l'oncologue et puis on finira par le professeur Zamouchien. Docteur Matimbo, si vous avez un mot à dire en rapport Merci, avec les docteur. Merci, docteur Niemabo. Pour la parole, c'est docteur Matimbo Jean-Jacques. Je suis référent, co-référent de la réunion multidisciplinaire onco-digestive cliniques universitaires. Alors, merci beaucoup, docteur Gabriel, pour l'exposé très brillant. C'est une partie très importante puisque ça nous relie avec les radiologues pour la meilleure prise en charge des patients dans nos discussions
Alors, ce que je pourrais dire en conclusion, en résumé, dans tout ce que vous venez de dire, puisque nous ne sommes pas encore très avancés du point de vue immunothérapie, pas très avancé. Il y a quelques amis qui utilisent. Mais en résumé, la spécificité de la plupart des médicaments anticancéreux est faible. Alors, principalement, les médicaments que nous utilisons dans l'expérience, c'est 5-fluorouracil, irinotecan ainsi que oxaliplatine et d'autres. Et ces 3 médicaments que j'ai cités qu'on utilisait fréquemment, et ça montrait parfois des discussions au cours des réunions multidisciplinaires, mais du moins ne sachant pas qu'il fallait chercher et faire d'autres examens plus approfondis et que nous n'avons pas partout dans notre contexte au pays, et surtout l'IRM. L'IRM hépatique, c'est très important actuellement en matière d'oncologie, puisque c'est une méthode d'imagerie, c'est un peu plus supérieur au scanner dans des cas pareils. Et dans les services des pathos, là où j'étais en Mont d'Or, et là, on utilisait plus, même pour des tumeurs bénignes, on préférait plus l'IRM que les scanners. Alors, selon l'expérience, nous n'avons pas beaucoup d'expérience des cas comme ça, stéatose, hépatique, HNF, like, c'est tout ça, on ne sait pas, c'est moi, c'est la première fois que j'attends ça. Mais dans le lésion vasculaire, vous avez bossé un peu tout là, mais nous, nous, en tant que hépato-gastro-entérologue, voyons un peu la péliose. Je n'ai pas vu, vous n'avez pas parlé de la péliose ici, je n'ai pas, puisqu'on voulait voir aussi des cas avec péliose, on n'a pas vu, mais c'est très important. Et en gros, c'est l'IRM hépatique qui domine par rapport au scanner dans des suivis post-chimiothérapie. En conclusion. Donc, c'est l'IRM qui est vraiment supérieur, mais les scans, comme si on néglige de plus en plus les scanners. Et là, j'aimerais revenir, docteur Gabriel, est-ce qu'il y a la place à l'échographie avec injection de produits de contraste? Oui, exactement. Je voulais en parler parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question dans le chat. Pour dire comment est-ce qu'on peut faire quand on suspecte une lésion HNF-like et qu'on n'a pas de multi-ans ou de primoviste. Eh bien oui, justement, le scanner et l'échographie, et encore plus avec injection de produits de contraste avec du Sonovio, c'est vraiment très utile pour globalement toutes les lésions hépatiques, parce que dès qu'on a un patient qui est suffisamment échogène, qu'on peut explorer tout le foie, mais en fait, on peut très facilement faire la différence avec entre des lésions qui vont être bénignes et d'autres qui vont être malignes. Donc les lésions bénignes, globalement les lésions d'HNF-like, déjà rien qu'en échographie, en fait, on les voit pas, elles ont exactement la même échogénicité que le foie normal. Et c'est seulement quand on fait l'injection, on va voir si elles sont assez grosses, les lésions, on va voir un rehaussement central et puis qui va aller vers la périphérie. Et donc ça va être vraiment caractéristique de la lésion d'HNF-like avec une homogénéisation qui va être progressive par rapport au foie. Et si on a des lésions qui sont malignes, donc en gros des métas, et bien du coup on va avoir un rehaussement assez artériel assez précoce et puis un lavage qui va être assez rapide. Donc il y a vraiment toute une sémiologie en échographie qui est vraiment très importante. C'est vrai que de plus en plus on a tendance à faire de l'IRM en fait parce que c'est de l'imagerie qu'on peut montrer en RCP. On peut la remontrer entre nous, mais il y a quand même toute une sémiologie en échographie et un scanner de bonne qualité plus une échographie. Franchement, il y a peu de lésions qu'on n'arrive pas forcément à caractériser dessus. Et pour le foie, ce que je trouve assez simple, c'est le professeur Villegrain qui me disait ça, c'est que quand on ne sait pas sur le foie, ben, tout simplement, on biopsie, si c'est possible. Si c'est pas biopsiable, ben, on suit précocement, on fait un scanner, on fait une échographie, éventuellement une IRM. Mais voilà, il faut avoir la biopsie facile.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Niamabou. Ok, Voici le temps merci. que j'avais pour Docteur Jean-Jacques. l'intervention, puisque c'était très clair. Voilà. Oui. Merci. Merci, docteur Jean-Jacques Matimbo. On va accorder la parole à l'oncologue, docteur Vince Wilfried Lukunga. Docteur Vince, vous avez la parole pour un mot. Merci beaucoup, docteur Gabriel Simon, pour cet exposé. Vraiment, c'était très brillant parce que ça nous a encore rappelé beaucoup de choses. Ça nous a mis en jour sur beaucoup de choses. On sait qu'aujourd'hui, surtout dans des cancers digestifs, le fait de la chimiothérapie sur le foie, c'est ce qui dérange un peu. Parce que on sait que le fait de la chimiothérapie sur le foie, ça peut soit imiter une progression tumorale ou masquer une réponse. Donc, vous avez ressorti des éléments qui sont très importants parce que ces éléments nous permettent aux radiologues, pas aux oncologues, de bien voir les choses. Parce que dans les cancers digestifs, si on peut rester là où nous utilisons plus ces molécules, comme vous venez d'énumérer, les 5 phi l'irinotecan, qui entraînent effectivement ces stéatoses hépatiques. De fois, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on a ça? Et il arrive des fois où on dit, voilà, on va essayer d'élargir, alors que c'est vraiment l'effet qui est lié aux médicaments que nous utilisons. Et c'est pour ça que de chaque fois que nous utilisons un traitement, on fait souvent un effort d'envoyer la molécule qu'on a utilisée pour le traitement au radiologue pour savoir, voilà, on a utilisé telle molécule. Parce qu'on sait, si on peut rentrer donc voir de notre côté des oncologues, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des stéatoses hépatiques qui est lié avec l'utilisation de 5-FU. On sait que 5-FU, c'est un antimétabolite. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la synthèse de l'ADN. Donc, cette inhibition-là, qu'est-ce qui ça touche pas seulement des cellules tumorales, ça touche aussi des hépatocytes. Et ce qui entraîne souvent qu'on ait des blocages et qu'on ait cette accumulation de graisse qui peut entraîner des stéatoses. Et une chose aussi, quand vous avez parlé de maladies péno-occlusives, ça, nous l'avons beaucoup rencontré et précisément dernièrement, j'ai eu un compte rendu où on faisait allusion de ça. C'était un malade, cancer digestif, cancer colorectal, qui était sous oxaliplatine. Et là, c'est vraiment une toxicité directe qui est d'ailleurs, qui est, qu'on le compare avec du 5-FU, qui est une toxicité indirecte. Là, nous avons une toxicité directe de l'oxaliplatine sur les cellules endothéliales parce que l'oxaliplatine, sel de platine, induction des sels il y a induction donc, des induits qui vont s'installer au niveau de l'ADN et qui va entraîner des desquamations et jusqu'à arriver, donc beaucoup de choses pour arriver à la maladie véno-occlusive. Ça, ce sont Ouais. des points très importants il faut vraiment qu'on sache ça à chaque fois qu'on veut protocoler, faire un effort de mettre les molécules et voir des effets qui sont liés à ces molécules-là. Autre point très important qui embête aussi, c'est quand il y a l'association de chimiothérapie et soit de thérapie ciblée ou d'immunothérapie. Parce que là, si on prend l'association de chimiothérapie, thérapie ciblée, on se retrouve de fois devant des situations où on ne sait pas quels critères qu'il faut utiliser pour évaluer le foie. Parce que là, on a l'immunothérapie, euh, la thérapie ciblée avec les critères de Choi, on a la chimiothérapie avec les critères résistants. Ce qui fait que c'est là où on se base sur la densité parce qu'on sait que, par exemple, vous utilisez dans le cancer colorectal, on utilise plus de thérapies ciblées qui agissent sur la vascularisation. Vous pouvez avoir la tumeur qui reste stable, mais la densité diminue. Et à ce moment-là, Ouais. on se dit, voilà, on est sur le fait de cette de thérapie ciblée des anti-angiogéniques qui agissent sur la vascularisation de la tumeur. Et on peut avoir une lésion qui diminue
en densité, mais sans diminuer en taille. Où on a soit une nécro centrale, comme là vous avez montré le cas de HNF-like, avec une nécro centrale, et ça peut vous faire penser, voilà, vous avez une lésion qui est là, il faut essayer de voir comment était la densité de cette tumeur avant et comment ça se présente actuellement. Alors, les grands pièges qu'on a ici, c'est avec l'avènement de l'immunothérapie. On sait que l'immunothérapie, surtout les 2, 3 premières séances, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus difficile. Et à l'époque, euh, on s'est précipité à changer de ligne chez des malades parce que après 2 séances d'immunothérapie, on voyait il y avait une progression. Alors, la question que je vais essayer de poser au docteur Gabriel, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'avant, on faisait pour différencier une pseudo-progression avec une progression vraie. On se basait sur une rébiopsie de la tumeur pour regarder sur le plan histologique comment ça se présentait. Et actuellement, quels sont vos critères pour voir, parce qu'on sait, vous faites l'immunothérapie, il y a l'infiltration des globules blancs de tout ce qui est lymphocyte dans la tumeur. Vous avez même d'autres lésions qu'on n'avait pas vues qui vont réapparaître. Est-ce que, quels sont les critères que vous... Parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ne répondent pas à l'immunothérapie. Vous allez faire 1, 2, 3 séances qui ne répondent pas, qu'il faut changer. Et sur le plan radiologique, qu'est-ce que vous avez des éléments vrais qui peuvent différencier une pseudo-progression à une progression vraie? Ouais, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que dès qu'il y a de l'immunothérapie, s'il y a une progression, du coup, on se dit que ça peut être tout simplement une pseudo-progression sur le premier contrôle. Donc, en gros, un afflux, enfin, vous y connaissez mieux que moi sur ça, mais un afflux de cellules inflammatoires et dans la tumeur. Donc, on a un côté congestif du tissu tumoral avec du coup une tumeur qui va paradoxalement en histologie répondre, commencer à répondre et puis en imagerie grossir. Et du coup, dès qu'on a une suspicion de pseudo-progression, en fait, on fait une imagerie de contrôle à 6 semaines, tout simplement. Quel que soit l'organe, on fait le TAP à 6 semaines. Et là, on voit s'il y a toujours une progression qui se fait. Donc, la progression est confirmée. Si il y a une stabilité, voire une diminution en taille des lésions, bah, du coup, on était sur une pseudo-progression. Par contre, dès qu'il y a une lésion qui apparaît, on la classe en progression. Progression de la Effectivement, maladie, je veux dire. Ouais. D'accord. Bon, par exemple, je veux peut-être partager cette petite expérience. Un patient, mélanome, qui est une souche immunothérapie, niveau IPI, 2 séances, on a la lésion qui flambe. Il y avait d'autres lésions qui n'étaient pas là, qu'on a vues sur les scanners. Il y a eu oui, on a répondu qu'effectivement, les radiologues, en fonction de ça, avaient répondu qu'il y avait une progression. Euh, on s'est quand même dit, voilà, comme on n'avait pas, et c'était un patient qui est suivi pour mélanome, il n'y avait pas de mutation de BRAF, la seule chose qu'on avait, c'était l'immunothérapie. Le patient revenait de l'Inde, il avait amené quand même une bonne quantité de son traitement. Et moi, je me suis dit, je n'ai que ça, qu'est-ce que je fais? Je continue le traitement. J'ai ajouté les traitements, 2 séances de traitement. Après 2 séances de traitement, à l'évaluation, il y avait une très bonne réponse. Il y avait une très bonne réponse. Toutes ces lésions qui étaient apparues après la 2e séance, à la 4e séance, on avait pratiquement plus de lésions. Il y avait tout. Alors que sur le plan pulmonaire, on avait des apparitions de d'autres de micronodules qui avaient apparu, mais qui avaient complètement disparu après 4e séance. C'est comme ça, euh, ça, ça inquiète un peu tout petit peu effectivement, avec docteur l'immunothérapie. Lokonga, effectivement, cela, c'est les irrécistes qu'on utilise. Ouais. Peut-être je ne vais pas spécifier au médecin que vous avez utilisé l'immunothérapie. C'est ainsi qu'il a répondu comme ça, mais ce qui est connu, et quand on utilise les irrécistes, il y a la notion de pseudo-progression, et puis il faut réévaluer 6 semaines à 2 mois après pour parler des vraies progressions ou pas.
Avant de passer aux questions, on va accorder la parole au professeur Jean-Robert Zamouché. Professeur, vous avez la parole pour placer un mot sur le débat. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Ça va? Oui, tout à fait. Oui, on Ok, très s'entend bien. bien, professeur. Merci. Je voudrais d'abord remercier et féliciter l'orateur parce que c'était vraiment, je trouvais que c'était un exposé de très haut niveau. Il était exhaustif, il était pédagogique. Franchement, je n'ai pas arrêté d'apprendre des choses. En plus, c'était vraiment bien rigoureux et un exposé d'expert. Alors, c'est vrai que l'évaluation, surtout lorsqu'on a des métastases hépatiques, doit être systématique, mais non seulement elle doit être systématique, mais elle doit être bien faite. Et donc là, vous nous avez montré combien l'expertise radiologique est importante, parce que maintenant, avec les PACS, tout le monde a accès quasi aux imageries et compagnie. Et nous, les chirurgiens, nous jouons peut-être parfois au petit radiologue, hein, dès qu'on voit une lésion, on se dit, ah ben ouais, c'est une métastase, on va vite en besogne, on croit qu'on connaît. Et là, vous nous avez bien montré combien il y a des images de stéatose qui peuvent parfois faire penser à une apparition d'une métastase. Et je suis persuadé que on s'est tous laissé avoir par des pseudo-lésions. On a tous cru que c'était des métastases et on a parfois même agi comme tel. Surtout moi qui suis aux urgences, je vois parfois ces patients avec des antécédents de néo revenir et avoir un scan pour une douleur abdominale X et directement dire, ah ben tiens, et d'ailleurs, il y a la maladie qui progresse sans aller jusqu'au fond pour se demander si c'est pas finalement une pseudo-image. Et c'est très, très important et merci. Merci de nous avoir rappelé, enfin, ou en tout cas appris ces lésions qui peuvent être soit des fausses métastases et aussi insister sur certains protocoles qui vous essaient et qui vous aident à voir les micrométastases, ou donc le côté opposé, on peut passer à côté. Merci d'avoir aussi rappelé la toxicité de la chimiothérapie, c'est pas anodin. Donc finalement, ces images que nous voyons comme des stéatoses, que nous disons, ben voilà, métastase, c'est mettre la chimio, mais cette chimio, c'est aussi un poison. Donc c'est-à-dire réfléchir à vraiment la légitimité de ça. Alors comme je dis toujours, je préfère de loin avoir, enfin, je préfère n'avoir aucun cancer, bien sûr, mais si un cancer à avoir, je préfère avoir un cancer colorectal avec 5-10 métastases qu'un cancer du pancréas avec une toute petite métastase. La Je différence, suis c'est tout que à fait simplement, d'accord. les métastases colorectales, nous avons maintenant des chimios, les Folfox, Folfiri, des chimiothérapies qui sont déjà plus avancées. On a l'Avastin, les thérapies ciblées, et avec l'immunohistochimie, on a le status MSI qui peut directement nous conduire à l'immunothérapie, tandis que avec le pancréas, une métastase, c'est à peu de choses près, j'exagère un peu, mais à peine, c'est la mort dans un an. Alors, c'est vrai que l'immunothérapie, avec ses statuts MSI, avec ses analyses immunohistochimiques et tout ça, on se dit, ah ben l'immunothérapie, c'est finalement un truc salvateur, c'est bien, mais comme comme en a parlé mon collègue oncologue, on a en effet des situations d'effets secondaires ou bien de pseudo-progression et là, vous avez parlé de cette cholangite que je ne connaissais pas, cette cholangite à l'immunothérapie, qui peut aussi, en effet, montrer que finalement, cette immunothérapie salvatrice, entre guillemets, n'est pas si anodine que ça. Voilà, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant, très, très exhaustif comme sujet. Et je terminerai par une petite question. C'est est-ce que vous faites systématiquement dans vos évaluations une IRM, c'est-à-dire non seulement la première évaluation, mais même le suivi oncologique, vous faites systématiquement une IRM ou bien vous vous contentez d'un scan que vous modulez par l'IRM en fonction du doute que vous pouvez avoir. Pour les cancers digestifs, franchement, on fait une IRM d'évaluation quasi systématiquement. Pour le pancréas, bien sûr, toujours pour chercher vraiment la petite lésion qui va radicalement changer la prise en charge chir si le patient est éventuellement opérable au niveau pancréatique. Et même pour les cancers digestifs, on va
quasi systématiquement à l'IRM. Après, pour les autres cancers, bon, c'est vraiment un peu plus, un peu moins fréquent et c'est vraiment à l'appréciation du radiologue si jamais on a un doute sur une lésion. Mais ouais, on a l'IRM quand même relativement assez facile. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, professeur. On va accorder la parole aux gens qui veulent poser des questions. Je vois déjà une question dans les chats. Je ne sais pas si docteur Gabriel pouvait répondre à ça. La question Euh, concernant la scintigraphie. oui, la scintigraphie, tout à fait. Alors, moi, je suis pas médecin nucléaire. Je vais peut-être pas forcément me risquer à ça, mais bon, j'ai l'impression quand même qu'on peut quand même manquer pas mal de lésions sur le foie avec l'imagerie métabo, surtout des petites lésions en dessous d'1 centimètre. Très franchement, il y en a qui passent un petit peu à la trappe. Et puis, j'ai déjà vu une fois un cas de stéatose qui était en fait inflammatoire, donc une stéatohépatite. Du coup, comme il y avait un côté inflammatoire, et ben, du coup, il y avait une prise de contraste, enfin une captation du TEP au TEP FDG. Donc, peut-être qu'il y a des choses, il faudrait demander à nos amis médecins nucléaires. Mais voilà, moi, je prêche un petit peu pour ma paroisse. Ouais, Donc, c'est difficile, effectivement. C'est pas trop spécifique hein, avec. non. Ouais. Et c'est assez compliqué. Après, ils ont de plus en plus de nouveaux traceurs, donc il y a probablement des choses Il bouge qui, aussi, ouais. Hum, qui bougent de leur côté, ouais. ouais, tout à fait. Alors, s'il y Docteur a des Niemabo, questions, j'ai une question. oui, oui, allez-y. Oui, excusez-moi, je voudrais savoir pour l'imagerie post-chimiothérapie au niveau thoracique, ça peut arriver qu'on tombe sur un syndrome sarcoïdose-like avec autant d'adénopathie. Alors, je voudrais justement savoir, est-ce qu'au niveau sous-diaphragmatique, par exemple pour l'imagerie post-opératoire, post-chimiothérapie hépatique, on peut avoir aussi, ça peut arriver qu'on tombe sur un syndrome un peu similaire à un syndrome sarcoïdose-like au niveau thoracique, pour justement faire la différence entre une récidive tumorale et juste un syndrome post-chimiothérapie. Très bonne question. J'avais déjà entendu parler de ça au niveau hépatique, mais très honnêtement, j'en ai jamais vu. Donc, je sais pas si quelqu'un d'autre dans l'audience en avait déjà vu. Moi, j'ai pas forcément d'expérience là-dessus. D'accord, ok. Après, très honnêtement, j'en reviens un petit peu à ce que le professeur Villegrain à Beaujon m'avait dit quand je suis allé là-bas, c'est que en fait, quand on ne sait pas dans le foie, quand on n'est pas sûr, on met un petit peu notre ego de radiologue de côté, ce qu'il faut faire assez fréquemment, et puis on fait la biopsie. Parce qu'une On fois, manque on est de... tombé sur un cas des surveillances post-chimio. Il y Ouais, avait une bonne évolution des lésions hépatiques, mais il y avait une apparition des multiples comment, adénopathies, notamment au niveau du île hépatique et aussi dans la région, au niveau de l'espace interhépatogastrique. En tout cas, il y en avait tellement. ouais. Alors, on ne savait pas donner un nom à ça. Et j'ai posé la question justement parce que vous parlez de l'imagerie hépatique, mais j'ai déjà vu ça au niveau thoracique et c'était comme syndrome sarcoïdose-like. Alors, c'était vraiment une occasion pour moi de me rappeler un peu de ces cas et de savoir donner un nom à ce qu'on avait vu parce que jusque-là, je ne connaissais pas la suite de ces Ok. patients parce qu'il était transféré à Paris. D'accord, ok. Ouais, du coup, les adénomégalies, elles n'avaient pas été biopsiées, hein. On ne sait pas du coup. Non, ça n'a pas été biopsié, malheureusement. Ouais, Mm. ok. Bon, pour les cas, il faut biopsier. Comme il y a régression de lésions hépatiques et puis peut-être sur le plan. Donc, faut biopsier les adénomyènes.
Oui, il y a une question dans les... Oui, bon, j'ai une question, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, docteur Sylvie. Merci, Allez-y. merci, docteur Gabriel, pour votre exposé et merci aux autres intervenants. Bon, moi, j'avais une question, ça sera plus un peu lié à la thérapeutique. J'ai pu comprendre que vous assistez donc à vos réunions de concertation pluridisciplinaires. Alors, pour ces patients qui vont présenter ces différentes toxicités, on sait qu'aujourd'hui, avec les cancers du côlon, on a des malades qui vont être des bons répondeurs à long terme, qui vont peut-être nettoyer leurs métastases. Ils vont rester peut-être avec 2 ou 3 métaux au niveau du poumon qu'on peut irradier, ou ceux qui vont faire l'immunothérapie avec une réponse complète à l'immunothérapie et vont présenter ces toxicités. Est-ce que vous arrivez d'envisager lors de vos réunions des consultations pluridisciplinaires carrément une greffe hépatique parce que là, ils vont être des longs survivants? J'allais juste avoir une idée sur ce que vous décidez pour eux en termes de thérapeutique lors de vos réunions de consultations pluridisciplinaires. Merci. De notre côté, j'ai jamais vu de patient transplanté après avoir eu des lésions, enfin, une néoplasie, autre que bien sûr du CHC ou éventuellement quelques rares cas de cholangiocarcinome qui ont été transplantés. Mais de notre côté, non, parce que je crois que justement, dans les guidelines françaises, c'est quasiment un critère pour justement ne pas être transplanté, enfin avoir un antécédent de cancer. Voilà, après, c'est des guidelines qui sont que chez nous, donc je sais pas. Vous avez des cas de patients qui ont été éventuellement adressés pour une transplantation ou la question avait été posée? Non, 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 on n'a pas encore des cas qui ont été transplantés devant cette situation. Alors, je voulais savoir de votre côté ce que vous faites dans la pratique. On n'a pas encore des patients transplantés après avoir fait des stéatoses hépatiques post-chimiothérapie. D'accord. Ah oui, spécifiquement dans le cas de statose, bah, du coup, en fait, comme c'est des patients qui ont une néoplasie, en fait, s'il y a une défaillance hépatique, malheureusement, le pronostic est assez sombre et c'est que du traitement un peu symptomatique, l'arrêt du traitement, du traitement enfin, de la chimiothérapie. Donc, c'est des situations qui, heureusement, sont assez rares, mais ouais, il n'y a pas énormément de possibilités. Est-ce que je peux faire un petit commentaire par rapport à... Bien sûr. Oula, il y a beaucoup de bruit. Oui. Je vais juste faire un petit commentaire. Donc, en effet, comme l'a dit Gabriel Simon, les transplantations ne sont que pour les CHC. En tout cas, pour les cholangiocarcinomes, j'en ai pas encore entendu parler, mais en tout cas pour les CHC, donc à l'époque, c'était moins de 3 CHC de moins de 3 centimètres. Mais on est assez rigoureux par rapport à ça. Alors, il y a un protocole qui s'appelle Transmet, qui n'est pas encore validé, qui est un protocole qui consiste à transplanter, mais les critères sont très très stricts, à D'accord. transplanter des patients qui ont un cancer ou un cancer colorectal avec pas de métastase hépatique. Donc, pas du tout de métastase, enfin, oui, une métastase hépatique, mais ensuite, elle est soit retirée par hépatectomie, soit post-chimiothérapie, mais il faut vraiment être sûr et certain qu'il n'y a pas d'autres localisations secondaires, et être sûr et certain qu'il n'y a que cette lésion hépatique qu'on a retirée ou qu'on a chimiothérapie qui a disparu. C'est très, très strict parce que le moindre soupçon, on a eu dernièrement un cas comme ça d'un patient qui était quasi éligible pour transmettre. Et en dernière minute, il a présenté une récidive de volus du sigmoïde. Et en reséquant ce sigmoïde, une toute petite métastase périsigmoïdienne péritonéale, toute petite. Mais ça a suffi à ce qu'il sorte du protocole carrément. Il n'y a pas encore de D'accord. réponse, c'est pas encore fini, c'est en cours. Du coup, le protocole, c'est du coup des patients qui ont répondu à la chimio avec une lésion unique et qui sont assignés du coup à la C'est ça. transplantation.
Ok, C'est ça. je connaissais pas. C'est Ok. transmettre. Ça s'appelle transmettre. Ok, oui, je suis en train de regarder l'article du Lancet en même temps. Ok. Mais c'est en cours. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et votre intervention, professeur. Je voulais savoir s'il y a encore des questions. Docteur Raphaël? Oui, Oui, allez-y, docteur. oui, Mince. oui, c'est le docteur Lukonga. Je me Oui. poser une question au docteur Gabriel. Est-ce qu'il vous arrive aussi dans des situations où vous ne savez pas vraiment trancher la situation qui se présente et demander le PET scan pour trancher? Très honnêtement, non, parce que on peut voir des lésions bénignes. On a déjà vu des HNF qui fixent au PET scanner. C'est rare, mais ça existe. Et très honnêtement, dès qu'on a un doute, bah, tout simplement, si la lésion est accessible, on biopsie. On est un peu terre à terre en imagerie hépatique de notre côté. Donc, soit on est sûr que c'est une lésion, que c'est une métastase, que c'est malin, soit on est sûr que c'est bénin. Et entre les deux, bah, du coup, si on sait pas, enfin, si on n'est pas sûr, et ben, du coup, on biopsie. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que de laisser un patient 6 mois, 1 an, avec un doute, déjà rien que pour lui, et puis pour nous, pour l'oncologue, je trouve que c'est quand même assez difficile de, d'avoir un doute pendant aussi longtemps. Donc, pas trop de PET scanner, mais plutôt l'accès à la biopsie au, au moindre doute. Je sais pas si vous, de votre côté, vous faites pareil ou si vous avez tendance à recontrôler ou éventuellement faire de l'imagerie métabolique. Bon, chez nous, c'est ça, on a Il n'y a toujours pas de tendance. PET scan. On n'a pas, Non, on n'a pas de PET scan, on peut avoir tendance à demander à continuer avec le traitement, à évaluer après, faire une évaluation précoce. Ouais. Donc, au lieu de faire dans 3 mois, dans 2 mois, de voir. On sait rebiopsier, ça va demander encore des moyens, on n'a pas de couverture santé, ça va demander des moyens. La plupart, c'est ce qu'on essaie de faire. Quand il y a doute ou le radiologue ne sait pas trop se prononcer parce qu'il dit que voilà, on dit, bon, on continue, on va faire une évaluation précoce. Voilà. Hmm. Bon, l'avantage aussi, parce que on sait dans les évaluations, on n'a pas seulement l'aspect radiologique, on a l'aspect clinique et biologique, on essaie de Oui, bien sûr, corréler ouais. pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, docteur Niemabo, oui, oui, je docteur peux Mathieu. parler là. Oui, Voilà. allez-y. En fait, si j'interviens, la Il nous question reste 4 de minutes. le docteur Vincent, parler des PET scans. Alors ça, on est devant une médecine normale dans comment ça devait se passer sur le plan international. Mais sur le plan local, nous avons aussi d'autres insuffisances, puisque par rapport à nos RCP, ça date pas de longtemps qu'on a commencé RCP, et il nous faut des gens très bien formés dans telle imagerie oncologique pour des interprétations de lésions, et pendant ou au cours des discussions multidisciplinaires, qu'on puisse voir des discussions de telle sorte que si l'imagerie reste limite, comme on vient de dire, on peut aller vers des biopsies et voir l'histologie, qu'est-ce que ça peut nous donner. Alors là, pour nous, on a des réunions multidisciplinaires, ce qu'on fait chaque fois. On a un souci sur le plan d'imagerie, déjà l'IRM, ce n'est pas disponible partout. Et la plupart des patients n'ont pas fait de radio l'IRM dans des discussions. Généralement, on se limite dans des scanners. Et comme disait le professeur Djamoussi, parfois on passe dans des stéatoses,
dans des lésions sévères ou des lésions métastasiques que nous n'avons pas pu déceler au cours de nos réunions multidisciplinaires. Et sur ce, on reste dans la clinique et parfois, on reste dans la biologie pour voir comment le patient évolue. Mais peut-être si l'imagerie de ce côté, on développe ça bien, avec l'avènement des CNLC, on peut aller plus loin et avec le temps, on va s'améliorer. Il y a beaucoup de choses que le Dr Gabriel nous a parlé et nous avons appris. Et sur ce, moi, je dis, on va voir d'autres choses pour améliorer dans notre contexte, ainsi qu'on peut associer dans le débat pareil le président des CNLC. Merci beaucoup. Ouais, bon, on va clôturer là aujourd'hui. Je ne sais pas si il y a les anapathes, je ne sais pas s'il y a les anapathes. Généralement, le professeur Leboise est toujours en ligne avec nous. Je ne sais pas s'il est là, comme ça on va lui accorder la parole. Est-ce qu'il est là? Non. Bon, apparemment. Oui, professeur. Excusez-moi, non, je voulais juste apporter une correction par rapport au transmettre. Le transmettre dont je parlais tout à l'heure, c'est donc, je viens de revérifier. C'est bien en fait une métastase hépatique non évolutive. C'est plutôt ça. Métastase hépatique indésécable, non évolutive, pour laquelle, quand on est sûr que ça n'évolue pas, après un certain temps, on décide de faire une transplantation hépatique. Mais il faut vraiment, je pense, en termes d'années, que ce ne soit pas évolutif du tout. Voilà. Ok. Merci. On va pouvoir arrêter pour libérer le docteur Simon qui est là. Ça fait déjà plus de 2 heures. Avec plaisir. Je voulais faire juste un résumé pour rappeler à ceux qui sont peut-être arrivés en retard que nous avons parlé du foie, les atteintes hépatiques en post-chimiothérapie. Il nous a été montré qu'il y a 2 grands groupes de lésions, les lésions directes et les lésions indirectes. Et les lésions directes sur le foie, notamment, on a les hépatites qui peuvent être liées à l'immunothérapie. Nous avons la cholangite et qui peut être également liée à la chimiothérapie, notamment à l'immunothérapie. Et dans tout ce qui est comme lésions hépatotoxicité indirecte, nous avons les lésions qui sont liées au métabolisme lipidique et des lésions qui sont liées à la toxicité vasculaire. C'est ainsi que le docteur Gabriel nous a rappelé tout ce qui est lié au métabolisme lipidique, la stéatose focale, il ne faut pas confondre avec des métastases, mais cette stéatose peut être également diffuse. Donc, il faut toujours en tenir compte quand on fait nos comptes rendus en évaluation post-chimiothérapie. Donc, cette stéatose, il a dit que ça peut cacher des lésions secondaires. Donc, il faut généralement bien regarder notre imagerie. En plus de cela, en ce qui concerne les atteintes vasculaires, il nous a parlé du syndrome d'obstruction sinusoïdale. Il y a qui peut avoir plusieurs degrés, la forme légère, la forme sévère et la forme modérée. Et ensuite, il y a les lésions HNF-like, qui sont des lésions hépatocytaires, avec des hépatocytes fonctionnels. Ici, il faut généralement insister parce que là, on fait des diagnostics différentiels des lésions hypervasculaires sur un foie cirrhotique. Donc, il faut toujours penser à ces lésions d'HNF-like. Et enfin, il nous a montré
l'obatome carcinome, qui est une complication sévère en réalité, une cirrhose et d'un foie d'hépatopathie chronique non cirrhotique, avec des complications. Et avec tout ça, nous avons compris que les produits ou les médicaments anticancéreux ne sont pas des distribués. Il y a des complications hépatiques et autres qui s'en suivent et ça entraîne un mauvais diagnostic pour le patient. Et à Dr Gabriel, nous disons merci beaucoup pour ces topos très concis et des niveaux élevés. Et on vous accorde un dernier mot, s'il y a un dernier mot, et puis on va passer la parole au professeur Dadi Mata pour clôturer. Docteur Gabriel, un dernier mot. En dernier mot, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir, ça me fait toujours plaisir de parler de foie, d'imagerie, et puis surtout de rencontrer des collègues qui sont oncologues, chirurgiens, hépatogastro. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir surtout la vision des autres spécialités. Et c'est vrai qu'en radio, on est parfois un petit peu isolé, et on a toujours à gagner à discuter avec les autres aspects. Donc voilà, j'ai mis mon mail en fin de présentation. Si jamais il y a des questions qui reviennent, voilà, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter. D'accord. Merci. Encore une fois, merci. Professeur Dadi Mata, si vous avez la parole. Oui, j'allais dire merci à tout le monde, particulièrement au docteur Gabriel Simon pour sa disponibilité, pour cette excellente présentation. À vous aussi, docteur Raff, pour avoir organisé ces forums, aux panélistes, mais aussi à l'audience, parce que vous êtes toujours là pour nous suivre. On a déjà, de manière sensitive, dépassé le temps, donc on va s'arrêter là. On se revoit dans 2 semaines où on va parler de l'imagerie des polytraumatisés. Vous verrez l'affiche et les différents intervenants. D'ici là, on se prend congé et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.